C'est mon nom. Donc, c'est 50 minutes, c'est ça? C'est toi qui sais, hein, Mehdi. Comment tu. Non, on a discuté par rapport à 50 minutes, c'est ça? Je parle avec Smaïn. Ok. Yes, sir. 50 minutes, c'est parfait. Ok. Bah, on fait 50 minutes. On fait 50 minutes. Et voilà. Et hop, comme ça. C'est pas simple, hein? Ouais. Voilà, c'est bon. Vous attendez combien de monde? All right, guys. We're having around 50 that registered, Stefan. So you are, guys, enjoy the session. You are live, okay? Thank you. Thank you, Soumaya. Thank you. Sure. Salut tout le monde. Bonsoir. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour ce panel-là. Alors, comme je vous l'ai annoncé, aujourd'hui, on continue la série qui a déjà entamé pour la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, Ins and Outs, instaurée par Smart Capital en collaboration avec Innovi Expertise France notamment. Et aujourd'hui, tel que je l'ai annoncé, on a du lourd. On a un invité vraiment qui est super intéressant et on va discuter de plusieurs sujets intéressants et notamment de la compétition. Alors, je vais être bref et concis et j'espère être le plus fidèle possible pour présenter mon invité aujourd'hui. Donc, quand j'ai eu l'honneur de le connaître, il s'est présenté qu'il a 3 casquettes et donc la première casquette qu'il est serial entrepreneur. Donc, il est actuellement, après avoir fondateur et CEO de Faber Novel, et aussi il a été derrière plusieurs autres startups, notamment AF83, Bureau à partager, Urban Campus et Digitic, qui a été revendu notamment dans le temps à Vivendi. La deuxième casquette, c'est qu'il est constructeur d'écosystèmes, puisqu'il était derrière plusieurs initiatives, notamment il était président de Numa, qui est entreprise de formation des acteurs de la transformation numérique des entreprises. Il est à l'origine de la cantine, notamment premier coworking en Europe, qui est en France notamment, et aussi Parisoma, qui est à San Francisco, outre le rôle important qu'il a aussi joué pour le développement d'événements tels que Bergkamp, Mobile Mondays et TEDx Paris. La troisième casquette, il est militant, puisque si à côté d'autres entrepreneurs européens, il a engagé une pétition qui est adressée à la Commission européenne afin de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles des plateformes. But last but not least, mesdames et messieurs, nous avons l'honneur d'accueillir aussi le chevalier de la Légion d'honneur en 2019. Merci d'accueillir comme il se doit, M. Stéphane Distinguin. Salut Stéphane. Salut Mehdi. Tu t'es rattrapé parce que tu as commencé à dire que j'étais lourd au départ. Hein. Non, j'ai du poids lourd. Comment ça va? Bah, ça va bien, je suis ravi d'être avec vous. C'est bien de pouvoir partager sur ces sujets et puis de pouvoir se passer le relais les uns les autres parce qu'on se retrouve souvent confrontés au même problème, qu'on n'a pas toujours la solution, mais qu'on commence à en ébaucher certaines, et puis que c'est de façon collective, collaborative, et c'est tout le fond du sujet, qu'on finira par trouver, en plus, pas la solution, mais chacun sa solution, parce qu'en fait, tout l'enjeu, c'est de voir comment est-ce qu'on peut se saisir de quelque chose d'extraordinaire qui est à la fois l'innovation et le numérique, le digital, pour en faire quelque chose qui nous permet, tu vois, j'aime beaucoup, il y a une image, je crois que c'est un auteur qui s'appelle Giono, qui avec une histoire comme ça, où c'est un jeune qui dit à un plus âgé qu'il a envie de faire sa place au soleil, et le plus âgé qui dit, écoute, tu as 2 façons de faire, en gros, c'est soit tu fais de l'ombre aux autres, soit tu fais du soleil. Et on a quand même la chance extraordinaire, je trouve, de pouvoir être dans un domaine dans lequel on peut réussir sans forcément faire de l'ombre aux autres, et où on doit imaginer comment est-ce que chacun a son bout de soleil et trouve sa place. Et pour être sincère, et que là, je vous dis des choses plutôt agréables et sympathiques, j'espère, mais on est aussi dans un moment où en fait l'histoire elle est en train de se refermer sur nous. Et c'est aussi ça
l'urgence, l'importance que j'ai envie de partager avec vous, un camarade entrepreneur et militant de la cause numérique de l'autre côté de la Méditerranée. C'est que vous et nous, et à peu près de la même façon, on n'est pas aux avant-postes, on ne joue pas dans la première division, on est un peu déclassé par les États-Unis, la Chine en particulier. Et que c'est important, c'est urgent de trouver notre place et que je pense que si on y arrive, on trouvera notre place ensemble. Certainement. J'aime bien l'introduction parce que là, certainement, on va parler innovation, mais essentiellement, si aujourd'hui on essaie d'avoir cette interview, c'est le partage, le retour sur expérience. Vous qui êtes très actif dans l'innovation, et notamment, je rappelle à tous ceux qui sont en train de nous suivre, c'est qu'ils peuvent interagir avec nous via le live sur Messenger, sur Facebook notamment, ou bien la plateforme de Smart Capital. Ce panel va durer 50 minutes, donc on va être bref et concis, on essaiera de tirer le meilleur pour cet échange-là. Alors, ma première question, en fait, vous qui êtes fondateur de Faber Novel, qui est une agence internationale dédiée à l'innovation notamment, alors pouvez-vous nous faire un retour d'expérience, comment dynamiser l'innovation, notamment au sein d'un écosystème, et si vous pouvez vous référer éventuellement au modèle français? Ok, alors en fait déjà je vais commencer, pas tout à fait théoriquement, mais à vous donner un cadre qui est un cadre pour moi qui m'a toujours aidé, qui m'a toujours porté professionnellement. C'est qu'il y a quelque chose de complètement fascinant dans le moment où on est en train de vivre, c'est que en fait, on pourrait se dire qu'on numérise tout, qu'on est en train de tout dématérialiser, les contacts, les rapports, et ben pourtant, on se rend compte qu'il y a encore des choses qu'on ne réussit pas à dématérialiser, il y a encore des enjeux qui sont des enjeux physiques, de territoire, qui sont complètement essentiels. Et ça, moi, c'est professionnellement et tout type d'activité que je peux avoir, c'est un peu une matière que j'adore travailler. C'est celle où en fait, on est justement à la jonction du numérique et du physique. Et pourquoi? Parce qu'en fait, tout est accessible. On peut se dire qu'on a tous accès à l'information, la même information. Twitter, plus généralement Internet, au même instant, on est informé de la même chose partout dans le monde. On a accès aux formations, pas qu'à l'information. C'est-à-dire que sur Coursera ou ailleurs, vous pouvez apprendre à coder où que vous soyez, en Tunisie, en France, partout, chez vous, en vacances. Enfin, le sujet physique, il est complètement dépassé. On a la possibilité de travailler à distance. C'est ce que je suis en train de faire là. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais comme dans le télétravail, on finit par se rendre compte qu'on n'habite pas chez soi, mais chez ses enfants quand on en a. Je suis allé au bout du truc et je suis allé m'installer dans la chambre de mon fils pour laisser le reste de l'appartement. Et donc, on peut travailler à distance. On peut faire encore plus que travailler à distance. On peut travailler en équipe à distance. Pourtant, on a encore besoin en fait de moments physiques, on a encore besoin de se voir à certains moments et on sait tous, on le sent. Et pourtant, si sur les iPhones, il y a marqué Design by Apple in California, c'est bien parce qu'en fait, il se passe quelque chose là et qui revendique qu'il se passe quelque chose en Californie qui ne se passerait pas ailleurs. Il y a un rapport au territoire qui est important. Et moi, j'y vois deux intérêts super importants. C'est ce qu'on appelle la sérendipité, de l'anglais serendipity, et les Québécois ont ce joli mot de fortuité. Vous voyez ce que c'est la sérendipité? Non, j'allais poser la question. La sérendipité, il y a une définition que j'adore, c'est chercher une aiguille dans une meule de foin et tomber sur la fille du paysan. Okay. C'est quand vous cherchez quelque chose et que vous tombez par hasard sur quelque chose qui est peut-être encore plus intéressant que ce que vous cherchiez au départ. La fortuité. Avant, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont connu les dictionnaires, mais c'est que quand vous tournez les pages et que vous tombez tout d'un coup sur une plage qui présente les fleurs, les champignons, les décorations, et que vous y restez parce que ça vous intéresse et que vous apprenez quelque chose. C'est ça la sérendipité. Okay. Ce qui fait qu'en fait, un des grands modèles d'innovation de la Silicon Valley et d'ailleurs,
ça a toujours été le fait, par exemple, au restaurant d'entreprise, à la cantine. C'est pour ça que vous parliez tout à l'heure de la cantine que j'ai bien connue avec Nathaël Richer, Sorin Richer, avec lequel vous avez la chance de travailler, qui est un bon ami, quelqu'un d'extraordinaire. Et on a fait ce lieu, il s'appelait la cantine, parce que justement, on se disait que c'était des lieux d'innovation, parce qu'on s'y croisait et que c'était l'endroit où tout d'un coup, par hasard, celui qui travaille à la recherche rencontrait celui qui travaille au marketing, celui qui était sur un projet très innovant pouvait rencontrer celui qui avait un bout de solution ailleurs en étant déjà plus dans les opérations. Et que donc, c'est dans ces moments-là, c'est cette sérendipité-là qui permettait de faire encore plus et encore mieux de l'innovation. Et puis aussi, ça, je m'en suis rendu compte parce qu'il y a la sérendipité, mais il y a aussi la compétitivité d'un territoire. J'insiste, vous pouvez tout faire par des emails, avec le téléphone. On a la chance maintenant de faire du Zoom, super. Mais vous vous doutez bien que quand le matin, vous allez prendre votre café et que vous avez la chance extraordinaire de pouvoir le renverser, et donc c'est physique, sur Elon Musk, et d'en profiter pour lui prendre 5 ou 10 minutes, c'est quand même pas du tout pareil que d'envoyer un email et de devoir attendre qu'éventuellement ils le lisent, ils ne le lisent pas, ils répondent et ils ne répondent pas. Donc, il y a encore un enjeu qui est un enjeu d'accès physique en fait, à la décision et à cette capacité qui est essentielle. Donc moi, je pense qu'il faut toujours imaginer un écosystème, une activité comme un enchevêtrement, de lignes, de forces et d'usages numériques et physiques. Et pour arriver à ce que j'ai cherché à faire, on se rend compte assez rapidement qu'on a besoin de créer un sentiment d'appartenance. Vous le disiez tout à l'heure, vous décriviez un peu les projets que j'ai pu porter, défendre. Donc, si par exemple, je vous dis que je suis Fabien Novel et que je suis un acteur de l'innovation à Paris, sur l'écran, là, sur une des dalles de l'écran, à côté de moi, il y aurait quelqu'un qui s'appellerait Steven Distinguin et qui vous dirait Hi, I'm Fabien Novel from San Francisco. On n'aurait pas parlé, vous diriez il y a celui de Paris, celui de San Francisco. On n'aurait rien dit, vous diriez celui de San Francisco est meilleur que celui de Paris. Vous allez peut-être être poli, je ne sais même pas, et me dire c'est pas vrai. Moi, je le sais que c'est vrai. Si je vous avais dit je tiens un restaurant ou venez visiter mes musées, peut-être que vous auriez dit Paris c'est quand même bien. Mais en l'occurrence sur le sujet de la technologie, on ne va pas se mentir, il y a des territoires qui portent plus une valeur de technologie, d'innovation que d'autres. Oui. Donc c'est là où en fait on commence à arriver sur le sujet de la compétition, c'est qu'en fait on a un intérêt qui nous dépasse tous. Le fait que collectivement on soit bon ou identifié comme bon nous permet à tous d'être plus forts individuellement. Le jour où on réussit à dire il se passe des trucs cool, il se passe des trucs intelligents, il y a des bonnes startups qui se créent à Paris, je peux arriver n'importe où et dire bonjour, j'ai fait une startup, je suis à Paris, bonjour, j'ai fait une startup, je suis de Tunis, et à ce moment-là les gens disent ah ouais, s'il est là, ça veut dire qu'il est bon. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui ne se travaille qu'à partir du moment où on a la capacité de créer en fait un sentiment d'appartenance. Ok. Donc, c'est la deuxième. Vous rebondissez pour une deuxième fois sur l'appartenance. Et vous insistez que l'appartenance est un élément essentiel à côté certainement de la sérendipité pour créer cette dynamique d'innovation dans un écosystème. C'est bien ça? C'est-à-dire qu'il faut que les gens se sentent portés par quelque chose qui les dépasse. C'est que c'est un peu le sentiment pour faire équipe, il faut avoir une équipe. Ouais, le sentiment d'appartenance. Donc il faut créer cette envie de se dire il faut que collectivement on apparaisse. Et ça, c'est typiquement ce qui a précédé la création de la French Tech en France. On s'est rendu compte au bout d'un certain temps qu'il y avait plein d'initiatives qui existaient partout. Elles étaient un peu éparpillées et tout le monde disait moi je suis super, moi je suis bon. Et le génie, à ce moment-là, ça arrive parfois politique, d'une femme, en l'occurrence femme politique qui s'appelait Fleur Pellerin, qui était ministre, a été de dire on va trouver un mot, on va coller une étiquette sur un truc qui existe déjà.
ce qui a été plutôt une bonne politique publique, parce que quelque part, c'était une façon aussi de récupérer beaucoup de choses qui avaient été faites précédemment et qui n'étaient pas bien nommées, et qu'à partir du moment où on leur a donné un nom, on leur a donné aussi plus de visibilité et on leur permet plus facilement d'avoir de l'impact. D'accord. OK, c'est clair. Mais là, vous avez fait la transition directement à la compétition, mais ce qui va prendre une bonne partie, et notamment on va discuter davantage sur ça. Vous avez dit que la compétition est liée, la concurrence est liée, et on a tous cette envie d'aller vers l'avant, notamment peut-être bien pour les startups tunisiennes à s'internationaliser ou à se confirmer ou aller dans d'autres écosystèmes. Donc, on a parlé de sentiment d'appartenance, un travail d'équipe et donc de partage, mais de l'autre côté, comment je peux partager tout en étant dans la compétitivité, voilà, partager tout en étant compétiteur, voilà, ce qui n'est pas... Alors, j'ai commencé à vous en parler en vous disant que le sentiment d'appartenance, c'est de trouver, c'est de réfléchir à ce que collectivement, on doit avoir de meilleur de façon à être individuellement identifié comme bon. Si je ne suis pas clair, je vais essayer de m'expliquer. Il ne faut surtout pas hésiter à me le dire, faire des petits sur Zoom et ainsi de suite, vous pouvez. C'est c'est admettre en fait que l'identification, enfin, je vais reprendre les choses autrement. Quand vous êtes une startup, quand vous commencez, qu'est-ce que vous avez comme référence? Qui est-ce qui peut jurer qu'en fait vous êtes aussi bon, que vous faites ce que vous êtes en train de dire? Personne. Rien. Donc, en fait, la seule capacité, enfin, tout ce que vous pouvez faire, c'est parfois de justifier que vous avez. Alors, moi, j'ai eu la chance par rapport à vous, parce que je suis plus âgé que vous, de connaître un moment où, en fait, on pouvait devenir très vite expert de quelque chose. Et j'ai dit toujours à mes collègues, qui étaient les plus jeunes, qu'on avait la chance extraordinaire de faire un métier dans lequel on pouvait être jeune et avoir raison. Je le pense encore. Mais la différence par rapport à avant, et ça, je vous le dis parce que moi, ça fait maintenant 17 ans que je fais ce métier, c'est que depuis 17 ans, j'ai fait 2-3 trucs et j'ai appris 2-3 machins. Donc, on peut être jeune et avoir raison, mais il y a aussi des gens un peu plus vieux qui ont raison parce que maintenant, c'est une industrie qui s'est créée. Donc, si je vous dis tout ça, c'est que quand on débute, on a intérêt à se raccrocher à des choses qui vous dépassent. Et que de ce point de vue, je pense que le fait d'avoir réussi à émerger comme être dans un endroit où les gens sont bons, ça vous permet d'être meilleur. Ok, oui, bien sûr. Et donc, il faut réussir à se... je pense qu'en économie, il y a peu de réussite solitaire ou totalement isolée. Vous ne créez pas Microsoft au fond du désert. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Donc, l'enjeu dès le départ est de trouver en fait une concurrence, un sujet dans lequel vous pouvez à la fois tirer parti de ce qu'est cet écosystème autour de vous, de façon à dire je vais en faire partie et je serai un acteur important dès le début parce que j'aurais compris comment il fonctionne cet écosystème et je contribuerai à cet écosystème. Et par ailleurs, être confronté à cet écosystème et cette altérité vous permet aussi d'identifier votre différence et donc de dire non seulement j'évolue dans une concurrence, j'évolue dans une compétition dans laquelle je suis un joueur de cette compétition, mais voici aussi mes différences. Et ça vous rend bien meilleur, bien plus fort. Donc le sujet de la compétition, faut assumer qu'on puisse le faire dès le départ et il faut assumer aussi qu'on le fasse dans son intérêt parce qu'on a, en fait, je vais dire franchement, c'est que je crois qu'il n'y a pas d'autre façon de faire. C'est-à-dire que quand on débute, on a besoin de faire tout feu de tout bois, on a besoin des autres et on a besoin aussi de temps en temps de dire qu'on est meilleur que les autres parce que sinon on ne sortira jamais de la nasse. Est-ce que de par votre expérience, y a-t-il un exemple où on peut citer comment, si on peut nous enrichir par rapport à cette démarche-là?
Par exemple, je pense que en France et à Paris, on a beaucoup de mal à faire des startups B2C. D'accord. Parce qu'on a une question de taille de marché, parce qu'en revanche, les startups qu'on a fait qui fonctionnent, Criteo côté au Nasdaq, bien avant Business Objects, 20 ans avant, précédemment côté au Nasdaq, Talend côté Apple qui était au Nasdaq, c'est des boîtes qui sont des boîtes qui font du logiciel, B2B, et assez orientées, une compétence, je pense que vous avez aussi en Tunisie, qui est une compétence assez mateuse. Donc, c'est des boîtes qui ont un pattern, d'accord? Donc, je pense qu'évoluer dans cette concurrence et essayer de comprendre comment il fonctionne, se positionner sur ce sujet, c'est où vous regardez aujourd'hui chez Y Combinator à San Francisco, je pense qu'on place beaucoup plus d'entreprises avec des fondateurs français sur des sujets SaaS B2B que sur des startups qui font du B2C. Donc, donc il faut c'est pas pour dire qu'un jour il n'y a pas quelqu'un qui va réussir à inventer un Spotify en France ou à Paris. Peut-être que ça arrivera, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de chances de prendre un ticket et d'aller chercher dans cette compétition, et que cette compétition supposera de toute façon d'évoluer en fait dans un écosystème auquel on contribue le plus possible. Autre exemple, c'est des études qui viennent de l'université de Tel Aviv, et l'exemple hyper totémique de ça, c'est une boîte américaine que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Fairchild. C'est la démonstration que, en fait, donc Fairchild, c'est une des entreprises qui a le plus inventé dans le domaine des semi-conducteurs, des microprocesseurs, avant Intel. Et si vous regardez, cette entreprise, elle a donné naissance à peu près toutes les startups de la Silicon Valley à plusieurs niveaux, en l'espace de plusieurs générations. Et donc, c'est un peu comme un arbre généalogique dans lequel vous prenez une boîte, et en fait, cette boîte, il y a une partie de l'équipe qui part, qui crée Intel, l'équipe d'Intel, il y en a une autre qui part et qui rejoint Apple, il y en a une qui va chez Google, et ainsi de suite. Et en fait, vous comprenez en fait que les entreprises, les gens évoluent dans un modèle, rentrent stagiaires, deviennent juniors, puis seniors, prennent un rôle de manager, deviennent peut-être directeurs, puis directeurs généraux, et que donc ces parcours-là se font en fait de façon, on voit qu'il y a des patterns en fait qui commencent à s'établir, dans lequel il y a des parcours, et que plus en fait on peut identifier les entreprises qui vont créer ces boutures et contribuer à créer demain les futures startups, plus on est fort. De même, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler dans la Silicon Valley d'un groupe d'entrepreneurs qui s'appelle la PayPal Mafia. C'est ce que j'allais te dire, la PayPal Mafia, exactement. Donc, avec Reed, avec Peter Thiel, avec Elon Musk, il y a comme ça, ils sont 15-20 à avoir fait une fortune énorme en milliards, pas individuellement, mais ils sont répartis entre eux à 15 ou 20, plus d'1 milliard. Et ensuite, ce sont tous devenus de très grands business angels, parce qu'ils ont réinvesti, et dans un modèle qui est très particulier, à la différence des banques ou même des capitaux risqueurs, c'est que c'était non seulement des gens qui avaient de l'argent et qui pouvaient investir, mais en plus, c'était des personnes qui étaient des entrepreneurs très récents, donc qui avaient vu des projets, qui étaient vraiment aux avant-postes, et donc qui avaient cette chance incroyable dans la compétition de pouvoir être en capacité de... donc, j'insiste, non seulement d'investir, mais en plus d'avoir des conseils très opérationnels aux start-upers chez qui ils investissent. Et du coup, derrière, toutes les boîtes dans lesquelles ils ont investi, ça a été des cartons. Ouais. Moi aussi, dans l'échange qu'on a eu en off, j'ai aimé la métaphore qu'il a évoquée, notamment dans l'un de vos interviews par rapport à des groupes de rock underground qui, si vous nous parlez davantage, c'est une façon imagée qui est super intéressante par rapport à la compétition notamment. Parce qu'en fait, je pense que ce qui peut nous aider, nous, des pays comme la Tunisie ou la France, c'est aussi d'envisager les choses pas uniquement comme des sujets qui sont des sujets d'économie, mais aussi des sujets culturels, pour les expliquer, et aussi pour accompagner en fait quelque chose qu'on sent tous. C'est-à-dire que c'est que sincèrement, on a tous autour de nous des jeunes qui ont envie de monter une start-up.
C'est forcément votre cas, Mehdi. On en connaît. Euh, je, je pense qu'il y en a qui rêvent de bien, enfin de devenir aussi riches que la PayPal Mafia, peut-être, et je leur souhaite, mais vous serez d'accord, j'espère, pour dire qu'il y en a plein qui cherchent autre chose que de l'argent. Ils cherchent de l'aventure, ils cherchent. Et ça ressemble à quoi, en fait? Ça ressemble un peu avant que ce soit les startups, comment est-ce que 3 ou 4 jeunes se disaient, je vais faire un groupe et moi je vais chanter, toi tu vas faire de la guitare, le troisième fait de la batterie. Et en fait, il y a cette espèce de sève là, d'énergie, d'envie de créer, qui est, pas, qui est un projet collectif et qui n'est pas uniquement un truc pour faire du fric. On est d'accord ou pas? Ça, c'est certain. Donc, comment est-ce qu'on fait travailler ce truc-là et pourquoi est-ce que aussi cette envie, cette sève qui est hyper positive et tout à l'heure vous me demandiez comment est-ce que ça s'est structuré, je pense qu'il y a un sujet qui est un sujet d'appartenance et qu'un autre sujet qui est super important et qui tire tout, c'est l'envie des jeunes de créer leur entreprise et la perception en fait de l'économie de cette envie. Moi, je suis fils d'enseignant en France. J'ai eu la chance donc d'avoir une éducation, une bonne éducation, une question de parents qui justement aimaient la culture, j'ai pu faire de bonnes études. Mais quand j'étais vraiment enfant, je pense que j'aurais dit à mes parents, je vais être entrepreneur. Ils auraient préféré que je sois prof, idéalement prof d'université, parce que c'était prestigieux. Et quand j'ai débuté, il y en avait peu des entrepreneurs. Aujourd'hui, vous arrivez dans un dîner en ville, vous dites bonjour, je suis entrepreneur, c'est hyper valorisé. C'est une fonction qui est super valorisée. Et ça, je pense que ça a évolué de façon hallucinante sur les 20 dernières années en France. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, si vous n'étiez pas fonctionnaire ou dans une grosse boîte, ben, ce n'était pas très intéressant. Et là, maintenant, en fait, ça a complètement changé. Et il y a beaucoup de gens qui critiquent. Les Français en particulier, on est très très bons pour nous critiquer. Je ne sais pas comment vous faites pour Tunisie, mais nous, on est quand même assez bons en général. On s'y connaît aussi. Je trouve que il y a bien sûr qu'il y a des choses qui ne vont pas. Hein. Et puis bien sûr qu'on est loin, loin, loin derrière la Californie, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais ce qui a vachement évolué, c'est que maintenant que vous êtes entrepreneur, les gens ils trouvent ça cool. C'est-à-dire qu'ils vous disent pas, mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu étais au chômage, mais pourquoi tu fais ça? T'aimes pas ta famille? C'est devenu un truc, c'est devenu un truc qui est positif. Et quand maintenant je vais parler à des étudiants et que je fais le sondage et que je dis est-ce qu'il y en a qui veulent créer leur entreprise un jour, il y a toujours plus de la moitié des élèves qui lèvent la main. Exactement. Ça, c'est nouveau. Et ça, c'est un autre point qui est un point super important en fait, sur la structuration d'un écosystème et de comment les choses se développent. Parce que du coup, s'il y a cette énergie-là, le reste va suivre. Donc, je reviens à mon histoire des groupes de rock. Donc, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'emmener ces personnes à faire des projets ensemble, à se structurer. Et là où je tire sur cette métaphore du rock et du groupe de rock, c'est qu'après, je pense que ça aide aussi à réfléchir à comment accompagner en termes de politique publique ou privée, mais enfin en tout cas de politique collective, ce mouvement. Typiquement, je pense que si vous voulez des rockstars, c'est une expression qu'on utilise un peu moins, mais il y a quelques années, c'était une expression qui disait tout le temps dans le milieu des développeurs, des entrepreneurs, c'est une rockstar. Et si vous voulez de ces jeunes femmes, jeunes hommes qui commencent à lancer leurs projets, en faire des rockstars, bah, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut forcément des salles de répétition et des salles de concert. Ouais. Et c'est là qu'il faut imaginer qu'est-ce que c'est qu'une salle de répétition. Est-ce que c'est des coworking, c'est des endroits dans lesquels vous allez pouvoir faire des événements, dans lesquels les gens vont se rencontrer. Je reviens à ma sérendipité. Comment est-ce que vous mettez ces gens ensemble? Donc, ça a été quelque chose qu'on a, je pense, plutôt bien fait en France. C'est ce qu'on appelle les tiers-lieux. C'est donc les coworking, les stations F. C'est tous ces lieux qui permettent aux gens de se réunir, de se rencontrer et de développer leurs projets. Et des salles de concert qui sont un peu ce qu'on est en train de faire sur Zoom. Mais si vous m'invitez un jour, je serais ravi de venir parler en direct dans une salle. C'est aussi cette possibilité de faire en fait des événements où vous donnez quelque part une scène pour que des gens présentent des projets, vous leur donnez une audience et que donc il faut jouer avec ça. D'accord ?
Oui, oui, bien sûr. Mais en fait, Stéphane, on est assez souvent, certes, tout le monde est inspiré par le modèle Silicon Valley, mais on est très proche, enfin très proche, on est très connecté avec l'écosystème français, c'est-à-dire on l'observe, on se documente par rapport à ça et tout ça. Et notamment, on a pas mal d'initiatives de coworking, d'incubateurs, des compétitions, des bootcamps et tout ça. Mais on a l'impression aussi, c'est comme si chacun, il est en train de batailler tout seul ou de travailler seul. Il n'y a pas cette connexion pour avoir un bon label, comme par exemple la French Tech notamment, où certes qu'on a le Startup Act, mais jusque-là, on a plusieurs initiatives individuelles et d'où le thème de la compétition notamment et qui peut être intéressant pour notre écosystème. Alors, moi, mon expérience par rapport à ça, et peut-être que là, j'ai des moins, enfin, je sais pas si c'est des bonnes ou des mauvaises nouvelles, mais c'est que cette concurrence, je comprends ça comme ça, Mehdi, hein, je vais peut-être interpréter vos propos, donc n'hésitez pas à me... Oui. Mais cette partie un peu navrante de la concurrence, où en fait on n'est déjà pas très bon et on a tendance à se tirer dans les pattes ou à dédoubler les initiatives, on est tous passés par là et c'est très dur d'en sortir. Moi, je connais des grandes villes françaises qui font tout pour réussir et dans lesquelles il y a 3 représentants de la French Tech ou presque différents et qui sont incapables de se mettre d'accord et qui se tirent dans les pattes et que le truc, enfin, donc c'est et le problème est dans ces cas-là assez souvent, je vous le dis, la puissance publique qui en choisit un pas l'autre, qui peut parfois soutenir plusieurs projets, ou des gens différents dans les puissances publiques qui peuvent soutenir l'un, l'autre un autre, enfin, et qui fait que les gens s'entendent pas assez, en tout cas à la fin. Ce qui est très structurant dans ces cas-là, c'est le capital risque. D'accord. Parce que c'est quand même eux qui font enfin, c'est les. Vous savez, il y a une expression à laquelle je pense souvent dans ces cas-là vis-à-vis des capitaux risqueurs. C'est une phrase une réplique d'Audiard dans un de ses films. C'est quand les gars qui font 120 kilos parlent, ceux qui en font 60 les écoutent. Et les gars qui font 120 kilos dans notre écosystème, c'est les capitaux risqueurs. Ouais. C'est eux qui structurent. C'est-à-dire que c'est eux qui, en fait, comme ils ont la capacité d'investir, dès qu'ils se fédèrent, et c'est un métier qui est un métier très structurant parce que c'est un métier de compétition, le capital risque. C'est un métier qui l'est parce qu'en fait, on a toujours plus intérêt en fait, à partager ses bonnes affaires avec les autres, à prendre moins de risques, de façon à aussi prendre moins de risques sur les mauvaises. Donc, les capitaux risqueurs sont toujours en fait des gens qui ont un intérêt au développement de l'écosystème en qualité, mais aussi en partage du risque. Et donc, ce rôle d'être fédérateur, ils ont un rôle fédérateur pour créer cette compétition parce que dans le sens… En tout cas, c'est des éléments qui sont des éléments extrêmement structurants de l'écosystème et que c'est un peu, vous savez, comme les chiens truffiers. Enfin, je veux dire que franchement, quand vous avez… quand dans un écosystème, il y a un différent ou quelque chose, faut pas hésiter faut souvent plutôt choisir là où vont les capitaux risqueurs que là où va, et je suis désolé, je ne sais pas bien qui m'écoute et je suis très attaché à la puissance publique, aux fonctionnaires, ainsi de suite, mais c'est quand même là où vont les capitaux risqueurs qu'il faut regarder. Ça ne les empêche pas de se planter, ça ne les empêche pas parfois peut-être de manquer de conviction. Je vous le dis franchement, je ne leur fais pas un chèque en blanc pour le coup. Donc, il ne faut pas hésiter à les challenger, il faut proposer autre chose. Mais quand vous regardez la structuration d'un écosystème, c'est des gens qui sont extrêmement importants pour la structuration d'un écosystème. Oui, d'accord, c'est clair. Donc, ce que je retiens, c'est certes, il faut avoir cet engagement, cette vision, cette appartenance. C'est qu'il y a certainement une passion de construire quelque chose ensemble, mais aussi certainement pour réaliser son propre projet et son propre rêve notamment.
dans cette compétition, ça n'amène pas très loin si on reste dans cette approche de concurrence toute simple avec ce regard, cet angle assez restreint. Et aussi, il y a pour restructurer, notamment pour créer cette dynamique de compétition, notamment, l'un des acteurs essentiels à avoir, qui peut jouer un rôle fédérateur, sont les capitaux risqueurs. C'est bien ça. Oui. Et si on parle de l'expérience, notamment ce que je veux dire aussi, c'est qu'il faut, dans une politique publique ou quand on cherche à faire un écosystème, il y a besoin, c'est que je pense qu'il y a besoin, enfin, les choses qui sont hyper importantes à structurer, c'est l'argent. C'est-à-dire que, enfin, vous montez, vous descendez, il faut de l'argent. Donc ça, c'est et on peut faire des miracles sans argent, mais on fait pas durablement un bon écosystème. Donc, vous pouvez faire des trucs chouettes, vous pouvez faire des événements, vous pouvez faire de la formation, mais in fine, il faudra toujours structurer ce point-là. Et il faut du temps. C'est là aussi ça, ça m'amuse, c'est un petit adage, vous savez, on dit toujours Paris, c'est pas fait en un jour. Je ne sais pas si vous dites Tunis, Carthage, mais donc il y a Paris, c'est pas fait en un jour, mais la Silicon Valley non plus. Si vous regardez, en fait, c'est la création du capital risque dans la Silicon Valley en Californie, elle commence juste après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, au moment où on se parle, ils ont à peu près 75 ans d'expérience. Nous, en France, je ne pense pas dire de bêtises en disant qu'on a vraiment, à proprement parler, on a 15-20 ans en fait, d'expérience. Donc, c'est la première fois qu'on commence à avoir vraiment une génération de professionnels qui arrivent en pleine maturité professionnelle après avoir commencé dans ce métier. Mais c'est une demi-génération professionnelle, on va dire, 15-20 ans, et c'est la première fois. Donc c'est aussi quelque chose qui est très compliqué à partager avec vous, chers Zoomers. C'est qu'il faut parfois, et c'est assez frustrant, on a envie de courir, on a envie d'aller vite, on a envie de rattraper son retard, mais il y a aussi, pour revenir à cette métaphore musicale, on ne peut pas toujours aller plus vite que la musique. Et il y a cette blague de geek que j'adore, qui dit, vous ne pouvez pas demander, pour dire qu'on ne peut pas, c'est pas en multipliant les développeurs que vous allez plus vite, en fait, parfois sur le delivery d'un projet, c'est que vous ne pouvez pas demander à 9 mamans de faire un bébé en un mois. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais, si on va avancer dans cette approche-là, dans cette démarche qui nous intéresse notamment, c'est la compétition notamment. Si OK, on a bien discuté de les prérogatives, notamment comme les piliers, comment on peut, pas la démarche, mais quels sont les éléments importants pour en avoir cette démarche-là. Mais quels sont les apprentissages actuellement, s'il y en a un retour sur expérience par rapport à cette compétition sur l'écosystème français notamment? Les apprentissages dans le sens… Je pense qu'il faut… La France est un pays qui n'est pas un pays qui peut être un pays d'innovation. Moi, je pense qu'on n'a pas innové suffisamment ces dernières décennies. J'en suis tout à fait convaincu, mais on a quand même su innover à certains moments. Il y a eu beaucoup d'innovations, mais au moment où on se parle, je pense que la France est plus un pays de vieilles grandes entreprises qui se transforment que de startups qui viennent les remplacer. Si vous regardez le Dow Jones, il y a une seule entreprise qui était à la création du Dow Jones qui est encore, je crois que c'est General Electric. Là où en France, alors on a,
pas mal d'entreprises ont été un peu moins bonne santé récemment. Donc, on en a quelques-unes qui sont sorties du CAC 40. Et il y en a une qui est rentrée qui s'appelle Webhelp, qui est une société tout à fait récente, créée par ses fondateurs qui sont encore de jeunes et à leur tête, à sa tête, Webhelp. Mais sinon, la moyenne d'âge des entreprises du CAC 40, jusqu'ici, c'était à peu près une centaine d'années. Là où, vous voyez, Google, la création, c'est 98, Amazon, c'est 94, Facebook, c'est 2004. Donc, on a affaire à des entreprises qui sont des entreprises des premières capitalisations boursières au monde et qui sont des entreprises tout à fait récentes. Donc, tout ce développement pour dire quoi? C'est que je pense que la nature de la compétition dépend par définition de la compétition locale. Donc, nous, en France, les grandes entreprises sont très structurantes. Et de ce point de vue-là, il y a toujours eu deux écoles dans l'écosystème. Il y a eu l'école de celle qui nie ça et qui dit, qui est un peu l'école californienne, appelons-la comme ça, qui dit, en fait, le problème de la France, c'est le système français. C'est donc les grandes entreprises et le système public. Donc, faisons comme en Californie, parions sur la destruction créatrice et ne faisons que des startups pour qu'elles deviennent des startups. Et notre école, qui était plutôt la mienne, qui était celle en fait de la convergence, on regarde les trucs, on n'est peut-être pas bon en destruction créatrice, en revanche, on est bon en transformation. Si vous regardez par exemple Saint-Gobain, qui est une boîte qui existe toujours, 353 ou 354 ans, c'est une boîte qui a donc connu 3 révolutions industrielles. Oui. Donc, à chaque fois, ils sont quand même transformés, renouvelés. Donc, le rapport, tout ça pour dire que le rapport à ces grandes entreprises est tout à fait structurant pour la compétition, parce qu'il faut savoir travailler avec ces grosses boîtes. Elles peuvent être vos clients. C'est aussi pour ça qu'en fait, les Français ne sont pas mauvais en SaaS et en B2B. C'est parce qu'en fait, il y a des grands clients aussi. Paris, par exemple, est une des plus grandes concentrations au monde de sièges sociaux de boîtes multinationales. Paris et Tokyo sont devant New York, parce que le tissu industriel et économique américain, il est beaucoup plus réparti sur le territoire qu'en France, où Paris est extrêmement, concentre énormément de boîtes. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut regarder en fait la compétition, définir ce qu'est la compétition locale de façon à pouvoir choisir soit son école californienne, parce qu'elle vaut partout, puisque par définition, c'est l'école de l'opposition. Mais elle peut marcher jusqu'à une certaine limite. C'est que je pense que forcément, un jour, on est rattrapé par la patrouille. Et de ce point de vue-là, je trouve ça très intéressant, parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec Jack Ma, Alibaba et Ant il y a 2 semaines. C'est-à-dire que quand vous êtes en Chine et que vous faites l'école californienne, le cas d'Alibaba, de Jack Ma, que vous arrivez et que vous dites pour l'introduction en bourse à 300 milliards de votre start-up, excusez du peu, ça suffit, on n'innove pas, le système est nul, nous on va vous apporter des solutions innovantes parce que les autres ils n'ont rien compris. Quand vous êtes en Californie, ça passe. Quand vous êtes en Chine, ça ne se dit pas. Oui. Et donc, le gouvernement, le pouvoir chinois lui a rappelé qu'en fait, l'école californienne, c'était sympa à un moment, mais que là, il serait temps et urgent de trouver un modèle dans lequel on ne dit pas, quand on invente, qu'on le fait contre le système en place. D'accord. OK. Mais je me rappelle, dans notre échange l'autre fois, aussi, vous avez dit que chaque modèle, chaque pays aura son modèle. On ne peut pas dupliquer. On voudra dupliquer le modèle, mais on finira par chacun, il aura son expérience et son modèle à lui. Donc, ça peut être utilisé en tant que benchmark, en tant que référence, mais on finira par trouver notre propre modèle. C'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais, et si ce que j'ai bien compris aussi, c'est que il y a pour la compétition, certainement, elle dépend aussi de la maturité d'un écosystème. Elle dépend de la maturité d'un écosystème, mais ça, on ne peut pas trop vous en demander. Tu vois, c'est comme, ça met du temps, c'est ce que je te disais tout à l'heure, parce que je vous disais si on se voit. En revanche, je pense qu'il faut aussi se poser la question
de réussir à faire jouer ces deux discours. C'est-à-dire que je pense qu'il faut une école californienne et une école une école de la convergence, qui est une école comment est-ce qu'on emmène, comment est-ce qu'on au contact. Enfin voilà, quand on veut convaincre quelqu'un, on peut lui dire t'as tort et je vais te montrer. Et puis t'as un qui peut je vois pas en fait d'autres façons de faire. D'accord. Mais dans ce cas-là, pour revenir à notre sujet, notamment il nous reste encore 6 minutes pour cette démarche. Donc, collaborer tout en étant compétitif et notamment, peut-être bien que je dirais, vous qui êtes à Fabenova, vous êtes trop inspiré. J'ai beaucoup lu dans vos publications les interviews que vous avez eues, notamment au GAFA. Ça, c'est un modèle qu'on pourrait dupliquer ailleurs, qu'on pourrait s'inspirer, que Fabenova a ce savoir, où elle a toujours dit, elle a souvent parlé de ce savoir, de ce modèle qu'on pourra dupliquer. Est-ce que c'est duplicable notamment facilement ou bien une démarche à prendre? Alors, j'espère pas vous décevoir, Mehdi, et vous tous devant vos écrans. Je ne sais pas si c'est des modèles qui sont duplicables. Parce qu'on arrive, parce que voilà, quand chacun des GAFA investit des dizaines de milliards chaque année dans les technologies cloud, c'est les entreprises les plus puissantes, les plus avancées au monde, et elles investissent à un niveau où aucune entreprise ou même aucune organisation publique est capable de suivre. Donc, donc c'est difficile. Voilà, c'est comme si à mon âge, je me mettais dans la tête de devenir champion du monde de tennis. C'est pas possible, en fait, sincèrement. Même moi, j'ai fini par réussir à me le dire. Donc, non, en revanche, ce qui est important, c'est deux choses. C'est que je pense, et ça, depuis le départ, depuis 2006 qu'on fait ces études sur les GAFAnomics, que ces entreprises ont compris quelque chose que les autres n'ont pas vu, n'ont pas compris. Donc, il y a cette phrase du créateur d'Hadoop, le langage de programmation de Big Data, qui dit « Google a quelques années d'avance sur nous et nous envoie des messages ». Moi, je crois à ça. C'est-à-dire que je crois que ces entreprises, ce qu'elles font leurs décisions, leurs annonces au marché, sont extrêmement structurantes pour l'économie qui vient. OK. Et que de ce point de vue-là, c'est hyper important de comprendre ce qu'elles font parce que ça s'imposera à nous. OK ? D'accord. Je pense aussi qu'elles définissent les standards de ce que sera une entreprise demain. Et le modèle de plateforme. Maintenant, on parle d'économie de plateforme. C'est ces entreprises qui l'ont inventé, ce modèle. Donc, c'est un deuxième point. Et enfin, je pense que n'importe quel acteur économique doit se poser la question de comment est-ce qu'il collabore avec ces entreprises. Et si possible, comment est-ce qu'il collabore dans une relation qui est une relation de bénéficiaire et à la fois bénéficiaire et pas de trop grande dépendance. Par exemple, comment est-ce qu'on peut travailler avec plusieurs? Comment est-ce qu'on peut arbitrer l'un pour l'autre? Ça, c'est des sujets qui s'imposeront à nous tous demain. Oui, bien sûr. Oui, certainement. Avant de terminer, vous laissez le mot de la fin, notamment parce que nous arrivons, il nous reste encore 2 minutes. Mais on prendra des questions ou pas, Mehdi? Jusque-là, il n'y a pas eu de questions. Ça veut dire que tout a été clair, notamment, je suppose. Pas, c'est selon. Je suppose que personnellement, pour moi, c'était clair. Et s'il y a des questions, j'ai dit qu'on peut avoir les questions sur la plateforme de Smart Capital, aussi sur la messagerie, ou bien via la chaîne YouTube, on passe le live directement. Donc, si nous partons du principe
que la compétition, elle est intéressante, elle est à recommander notamment. Quels sont les takeaways pour aller dans cette démarche, donc, Stéphane? Alors, vraiment conceptualiser la partie numérique et physique. Ouais. Penser au sentiment d'appartenance. Qu'est-ce qui fédère? Qu'est-ce qui permet aux gens de dire on a un truc où ensemble, on va être meilleur et ça va me servir individuellement. C'est les débuts de la compétition. Se poser la question de comment est-ce qu'on produit des rockstars et donc où sont ces salles de répétition, où sont ces salles de concert. Ok. Se poser la question de avant, là, on n'a parlé que de la partie collaboration quelque part. Se poser la question de la compétition. Et à deux niveaux, à mon avis, extrêmement structurants. La compétition c'est quoi les règles du jeu? Quel jeu vous jouez? C'est tout à l'heure, je vous ai parlé beaucoup ce soir, on a beaucoup parlé de Californie. Mais moi, il y a un syndrome, j'ai une image que j'aime beaucoup. Je pense que vous devez être nombreux à aimer le basket. Il y a un truc, moi, que j'aime bien faire le parallèle entre le basket et la Silicon Valley. Okay. Il n'y a pas de seconde best. Tous les gamins du monde, ils rêvent de jouer, quand ils rêvent de jouer au basket, ils rêvent de jouer dans NBA. Bien sûr. En fait, il y a une telle différence entre les deux championnats et donc, ce point de vue, c'est qu'à mon avis, un jour ou l'autre, il faut réussir à penser à se dire c'est chouette le basket, mais si je joue au basket, je continuerai en fait à faire rêver d'aller jouer en Silicon Valley. Et donc, ça sera très, très difficile en fait de créer mon sport. Mais qu'est-ce que c'est mon sport? Est-ce que justement, si j'ai le foot, j'ai la Champions League. Si j'ai la Formule 1, j'ai les autres. Et ça, c'est européen. Et donc, je ne dis pas tunisien ou africain, mais c'est aussi à chacun de réfléchir à la compétition qu'il a envie de promouvoir de façon à avoir la compétition. Okay. Et ça se fait avec une partie qui est déjà là, qui est déjà autour de vous, et une partie qui est une partie à inventer. D'accord. Et derrière, je pense aussi qu'il faut, si je devais vous aider à éviter nos erreurs. Oui, ça nous intéresse aussi. Et on en a fait beaucoup, mais une qui me saute vraiment aux yeux, c'est toujours cette histoire, ce complexe vis-à-vis de la Californie et des États-Unis ne me demandez pas pourquoi. Tout est fait pour qu'on se sente plus proche, et vous et moi, d'un entrepreneur californien, et que souvent vous vous retrouvez avec des codes, avec des Allemands, des Espagnols, des Italiens, des Tunisiens, quand vous êtes en Californie, et c'est ça qui vous retrouve, et qu'on n'a jamais l'idée en fait de partager entre nous. Et que, par exemple, je vous le dis, pour moi, l'histoire parfois été compliquée, on le sait tous, mais par exemple, il n'y a pas de convergence, il n'y a pas de proximité entre les entrepreneurs de la tech français et les entrepreneurs de la tech allemands. On a fait Airbus, il y a plein de projets sur lesquels on collabore et qui sont des projets industriels très structurants, mais il n'y a rien qui nous permet en fait de partager des projets, de faire des choses ensemble. Et ça, je trouve que c'est quand même vraiment dommage parce que c'est justement là qu'on pourrait commencer à créer notre sport ou notre compétition à nous. Donc, la compétition, ce n'est pas uniquement à l'échelle de votre quartier, ce n'est pas uniquement à l'échelle du pays, c'est vraiment de l'économie en fait, qui est celle dans laquelle vous évoluez. C'est quelque chose qui est en fait assez large. Et donc, il faut bien être dans cet état d'esprit à tous les différents niveaux. Je pense qu'on a fait le tour. Honnêtement, moi, ce que je retiens, mais c'est un mot, honnêtement, qui m'a marqué le plus par rapport aux autres, c'est la sérendipité, en fait. En fait, oui, on est ensemble, mais cette découverte, ce jardin, voilà, cette découverte, cet univers qui peut nous mener ensemble, groupe, écosystème, start-upper ou autre, c'est ça en fait, et c'est cette passion qui nous motive pour aller vers la découverte de quelque chose. Donc, Stéphane, franchement, moi j'étais honoré par cet échange-là.
Ouais, moi, j'ai été ravi de participer et merci J'ai eu de la beaucoup de proposition. C'est toujours plaisir. intéressant de confronter, le mot est pas le bon, mais enfin de se rapprocher et de pouvoir échanger des perspectives sur ces sujets parce que j'insiste en fait. Hein, moi, voilà ce que je vous ai donné, ça ne m'appauvrit pas. Ça aussi, c'est la compétition. Et si vous êtes meilleur, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai envie de progresser. C'est notre aspiration. Si on veut être aussi une Startup Nation, nous aussi, on se challenge. On était précurseur d'un label qui est le label, donc le Startup Act notamment, et on aspire à devenir, à se challenger et on se réfère à d'autres expériences, un écosystème qui est plus mature que le nôtre et d'autres, notamment américains. Et c'est pour cela que cet échange, ça ne peut que nous enrichir. Je sais que votre temps il est précieux. On a eu beaucoup de plaisir. On espère vous voir ici en Avec Tunisie plaisir, avec grand plaisir. dans d'autres, bien sûr, moments, parce que là, c'est le confinement, le couvre-feu et tout ça. Certainement, il y a eu des limites par rapport à… Il n'est pas bon ce virus, mais il nous a rapprochés davantage. Moi, personnellement, sans cette crise, je n'aurais pas eu cette expérience très intéressante pour moi. Merci beaucoup pour votre temps. Merci de votre temps et de vos questions. Merci beaucoup. Donc là, on a eu juste un petit déplacement de 5 minutes et je vous dis à bientôt. À très vite. Merci beaucoup. Salut, Mehdi. Merci. Bonne soirée à tous. Bye.